Bonsoir à tous et bienvenue dans l'entretien du jour. Ce soir, direction le Bénin où le camp du président Patrice Talon vient de réaliser un score historique, une victoire totale aux législatives avec 100% des sièges à l'Assemblée nationale. Mais comment expliquer une telle adhésion des électeurs béninois? Réponse ce soir avec Dario Degboé. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes haut fonctionnaire, docteur en droit public et aussi le porte-parole du mouvement patriotique du Bénin. Est-ce que vous vous réjouissez en quelque sorte de cette victoire si écrasante? Merci de votre invitation. Oui, nous nous réjouissons de cette victoire parce que c'est le signe d'une adhésion des électeurs, des populations béninoises, d'une reconnaissance aussi de l'action qui a été menée par le gouvernement, conduit par le président de la République, par les membres de l'Assemblée durant les 10 dernières années. On aura l'occasion d'y revenir. Donc oui, c'est une victoire sans contestation, sans embâche, nette, éclatante. Et c'est une satisfaction, bien sûr. Mais qui sont ces électeurs qui ont validé tout de même cette victoire totale? Est-ce la jeunesse, la diaspora ou la campagne aussi acquise au pouvoir? Car le taux de participation, il faut tout de même le souligner, était à près de 36, voire 37%. Comment expliquer tout de même cette faible influence? Alors, ce taux de participation que vous relevez justement est le même que lors des élections législatives précédentes de 2023. Il n'a pas baissé, il n'a pas augmenté. Bon. C'est un phénomène donc, qui se maintient. Et évidemment, c'est peut-être l'une des difficultés, l'un des points faibles peut-être, si on peut utiliser cette expression, de ce résultat, c'est que lorsqu'on remonte, compare par rapport à 2015, entre 2015 et 2023, puis 2026, on a perdu 30 points de participation. La responsabilité est sans doute partagée. Elle est partagée entre les acteurs politiques, la société civile, les gouvernants, mais également l'opposition, enfin majorité opposition confondue. Et puis les électeurs également ont une part de responsabilité, individuellement, collectivement. C'est-à-dire que exprimer son droit de vote, exprimer son vote, c'est un acte civique, c'est un droit, mais c'est également une obligation. Et donc ce désintéressement relatif d'une partie des électeurs à la décision publique, on ne peut pas s'en réjouir. Cela dit, parmi les suffrages exprimés, la victoire a été, je le répète, nette en faveur du camp présidentiel. Qui exactement a voté pour les partis de la majorité, je ne saurais le dire aujourd'hui, mais j'observe 3 choses essentiellement. La première, c'est que les 2 partis de l'opposition progressent. L'Union progressiste, le Renouveau progresse un petit peu. Le bloc républicain progresse davantage et le seul parti politique dont les résultats régressent par rapport à 2023, c'est démontré, les chiffres sont publics, c'est le grand parti d'opposition. Ça a quand même un sens sur l'adhésion que peuvent avoir les citoyens vis-à-vis de l'action menée par le gouvernement durant les 10 dernières années. Mais honnêtement, lorsqu'on regarde de plus près au niveau de la situation avec le coup d'État déjoué du lieutenant-colonel Pascal Pigry, est-ce réellement plébiscite donc pour le bilan économique donc de Patrice Talon après 10 ans au pouvoir, ou est-ce une peur tout de même de l'instabilité institutionnelle qui fait que les personnes ont voté donc pour Patrice Talon? Je pense qu'il faut se laisser un peu le temps de l'analyse. On ne peut pas affirmer aujourd'hui quelles sont les raisons très précises et déterminantes très précis du vote. Mais alors moi j'ai envie de poser une question à contrario. Pourquoi est-ce que les partis de la majorité progressent en pourcentage, en nombre de voix, en suffrage exprimé, et le parti de l'opposition régresse, lui? Parce que le second parti de l'opposition, FCBE, eux n'ont pas régressé. Ils ont stagné. 4% en 2023, 4% en 2026. Le seul parti qui régresse, c'est le parti des démocrates. C'est un fait. Bon. Mais honnêtement, il suffit d'aller au Bénin pour se rendre compte que tout n'est pas parfait, certes, mais il y a une dynamique, et c'est sur celle-là que je voudrais insister. Il y a une dynamique économique, des infrastructures qui fleurissent, un pays qui est attractif, une évolution incontestable, les marchés, les routes, une forme de rigueur dans la gestion budgétaire. Je pense que cela n'a pas échappé à l'ensemble des Béninois qui se sont déplacés dans les urnes et qui ont voté.
Mais comprenez-vous tout de même que l'opposition dénonce un Parlement, je cite, monochlore et des inégalités comme des bureaux fermés assez tard. Est-ce que ça justifie aussi également? Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs de ce Parlement donc monochlore souligné par l'opposition? Alors, il faut en revenir aux faits, mettre un peu de rationalité dans ce débat. Le Parlement monocolore, pour reprendre cette expression, est l'application d'une loi. Le code électoral a été modifié en mars 2024. Très contesté d'ailleurs. Oui, incontestablement. Pour introduire un article 146, qui prévoit que ne peuvent être éligibles au partage des sièges que les partis ayant obtenu 20% des suffrages exprimés dans chaque circonscription et en réalité dans toutes les circonscriptions. Avant, c'était 10% tout de même. Hein. Est-ce que c'est une stratégie aussi pour que l'opposition n'atteigne pas au pouvoir? Alors, je vais au bout, je pense qu'on va se comprendre. Ces mêmes dispositions prévoient la possibilité d'arriver au partage des sièges lorsque on obtient 10% dans chacune des circonscriptions et qu'on a conclu un accord de coalition. D'abord, le Parti des démocrates n'a pas souhaité conclure un accord de coalition, contrairement au second parti d'opposition, la FCBE. Ensuite, les démocrates étaient membres de l'Assemblée lorsque cette loi a été adoptée. Donc ils ne peuvent pas en contester la légitimité. La troisième chose, c'est que peut-être les démocrates ont-ils pensé qu'ils allaient franchir ce palier. Parce que je rappelle qu'en 2023, au niveau national, ils avaient 24% des suffrages. Donc leur absence du Parlement est aussi, je ne dis pas exclusivement, est aussi la traduction de leur recul électoral en suffrage exprimé. Et donc on ne peut pas expliquer cette absence de l'opposition exclusivement par une loi légitime, adoptée dans un Parlement où l'opposition était représentée, en excluant la responsabilité individuelle du parti pour son action politique, qui d'une façon ou d'une autre a été jugée par les électeurs. Donc pour vous, ces critiques ne sont pas fondées. Le Parlement monocolore n'est pas donc fondé alors. Le Parlement est de fait et de droit monocolore, comme je viens de vous l'expliquer. C'est un fait. Il faut être cohérent, honnête intellectuellement, je ne le conteste pas. Mais je vous ai expliqué sur quel fondement. C'est-à-dire, je comprends que, en regardant de l'extérieur, en se disant 16%, qui est quand même une minorité des suffrages exprimés, mais en tout cas 16%, il faut le respecter, un parti qui reçoit 16% des suffrages exprimés ne soit pas représenté, je comprends que ça puisse interroger. En revanche, je veux dire, la loi n'a pas été changée entre le premier et le second tour des élections. Vous voyez ce que je veux dire? Et la loi n'a pas été adoptée entre 2019 et 2023, où l'opposition n'était pas représentée à l'Assemblée. Elle a été adoptée après 2023, où l'opposition était présente à l'Assemblée. Dans tous les pays du monde, la démocratie, c'est le moins bon des systèmes après les autres, c'est la loi de la majorité. Et en tant que porte-parole du MPB, vous ne trouvez pas que c'est la goutte de trop, si je puis dire, lorsque justement on a l'adoption d'un Sénat voté par l'Assemblée nationale qui découle donc d'une révision constitutionnelle qui a fait beaucoup parler, mais cette Assemblée donc 100% talon ne risque-t-elle pas d'être une chambre d'enregistrement sans contre-pouvoir concrètement et qui fragiliserait donc la démocratie? Il faut être honnête intellectuellement. Si votre question, c'est de me demander si cela me pose une difficulté que l'opposition ne soit pas présente à l'Assemblée nationale, en dépit des motifs justifiants que je viens d'évoquer, ma réponse est oui. J'aurais préféré que les démocrates siègent à l'Assemblée nationale. Et je veux même vous dire, je pense que je ne suis pas le seul Béninois, je ne suis pas le seul Béninois soutenant la majorité à le penser. Voilà. Pour la qualité de la démocratie, pour la qualité des lois, pour la qualité du débat politique et des politiques mises en œuvre, oui, il aurait été préférable que les démocrates soient présents à l'Assemblée, je le dis, sans embâche. En revanche, les causes de cette absence de représentation des démocrates à l'Assemblée ne sont pas imputables qu'à la majorité. Les démocrates y ont leur part de responsabilité. Les électeurs, globalement, y ont leur part de responsabilité. Faisons un peu d'hypothèse ou de fiction. Parmi les 64% d'électeurs qui ne se sont pas exprimés, peut-être y a-t-il les 4%, voire plus, de suffrages manquant aux démocrates pour siéger à l'Assemblée.
C'est en cela que l'abstention, on ne peut pas s'en satisfaire. L'abstention est une faiblesse et un risque. Une abstention si massive est une faiblesse et un risque pour tous, pour la majorité, pour les démocrates et pour les Béninois en général. Donc on a un travail à faire, je pense, dans les années à venir, un travail d'explication, de pédagogie, également un travail en faveur des jeunes, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, pour davantage réconcilier et rapprocher la jeunesse de l'action politique, l'action publique, qu'elle s'intéresse à la décision publique. C'est important, c'est fondamental. Quelle est votre position d'ailleurs sur la création donc de ce Sénat et sur cette révision constitutionnelle? J'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus sur d'autres médias. Je pense que si on en revient aux fondamentaux de la théorie constitutionnelle, la création du Sénat, qui est constitutive d'un bicamérisme, ou bicaméralisme, est une réforme de contre-pouvoir. C'est l'essence du bicamérisme, en France et dans l'ensemble des pays, en Afrique et ailleurs. C'est une réforme de séparation des pouvoirs et de contre-pouvoir. Le contre-pouvoir en soi, c'est vertueux dans une démocratie. Ce qui a pu interroger, c'est le timing, la temporalité de cette révision. Le fait que les débats n'aient pas été suffisamment larges en amont. Mais il a eu lieu en aval, ce débat. Les partis politiques sont allés expliquer la réforme. Ceux qui pensaient que c'est une mauvaise réforme, ceux qui étaient opposés, l'ont dit. Ils l'ont expliqué. Mais vous voyez, ce Sénat, pour en revenir à la genèse de ce Sénat, je pense que c'est une réponse béninoise, adaptée, cousu main, pour répondre aux spécificités de notre système politique. C'est-à-dire, c'est un organe politique de régulation de la vie politique, pour corriger certaines divergences, certains blocages institutionnels. Je pense qu'il ne faut pas condamner cette réforme en amont, il faut la voir être mise en œuvre, il faut faire en sorte qu'elle ne soit pas dévoyée, et s'il faut y revenir, ou y apporter des tempéraments dans les années à venir, eh bien, il faudra le faire avec humilité. Moi, je suis convaincu et rassuré par le fait que dans ce Sénat, il y ait les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l'Assemblée, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle, parce que c'est également le gage d'une forme de sagesse de ce Sénat. Et on a besoin de sagesse, de pondération, de fraternité, d'apaisement dans la vie politique béninoise, qui ne peut pas être en permanence conflictuelle. On ne peut pas être en permanence opposés les uns aux autres, parce que, en fait, ce qui nous réunit, c'est le pays, c'est la volonté impérieuse de le développer, de faire un développement inclusif, et pour cela, je pense qu'on a besoin de tout le monde. Et on a besoin de nos aînés, des grands acteurs de notre histoire politique contemporaine, j'en suis convaincu. Pour en revenir aux législatives, M. Degboé, après cette victoire donc écrasante, que pensez-vous du duel donc présidentiel à venir en avril 2026 avec donc Romuald Wadaï et Paul Ougmé? Vous vous attendez aussi également à ce même résultat, tout de même écrasant? Je pense qu'il faut rester humble et mesuré, tout en disant qu'on espère que Romuald Wadaï l'emportera haut les mains. D'abord parce que, et là-dessus je le dis très clairement, je ne suis pas objectif, puisque c'est le candidat que j'ai choisi à titre personnel et que le MPB a choisi de soutenir. Nous pensons que c'est le meilleur candidat, qu'il a fait ses preuves, qui a été un acteur majeur de la transformation économique, structurelle, infrastructurelle et de la gestion rigoureuse des deniers publics depuis 10 ans. Et donc nous pensons qu'en termes de profil, de capacité, d'expérience, de compétences, il est nettement plus apte du point de vue national, international, à mener les affaires du pays. Donc nous espérons qu'il remportera ces élections sans la moindre discussion. Mais pour autant, je pense que l'heure n'est pas au triomphalisme. Il faut respecter M. Ougmé, qui a des qualités, qui est un ancien ministre et qui fera valoir ses arguments. Et en tant que, d'ailleurs, praticien des politiques aussi publiques, quelles devraient être, selon vous, les 3 priorités donc, de l'action publique au Bénin, plus spécialement? Moi, je pense d'abord que l'éducation doit arriver avant tout. J'en suis absolument convaincu. Alors, je vais présenter quelques éléments, des données qui peuvent être contestées, mais c'est celles que j'ai pu mobiliser en source ouverte pour expliquer les enjeux de l'éducation chez nous. D'abord, il faut dire que la politique en matière d'éducation est prise en compte par le pouvoir en place. Par exemple, ils ont mis en place un programme de cantine scolaire pour maintenir les élèves à l'école,
à l'école primaire notamment. Et donc, en activant un levier de lutte contre la pauvreté, ils ont maintenu les élèves au primaire en garantissant un large accès à ces cantines scolaires. D'après les chiffres du gouvernement, cet accès aujourd'hui à plus de 75%. C'est une très bonne réforme. Mais on a encore des enjeux importants. Je vous demande de permettre qu'on prenne un peu de temps pour parler de l'éducation. Quelques chiffres. D'abord, on a un phénomène chez nous qui est le taux d'alphabétisation de plus de 15 ans. C'est-à-dire le nombre de personnes de plus de 15 ans qui savent lire et écrire et comprendre des énoncés simples de la vie courante. Bon. Ce sont vos données. Ce sont mes données qui peuvent contester. Vous avez fait le fact-checking. Ce taux, il est à un peu plus de 50% chez nous. Un peu plus de 50%. Il est par exemple de 66% au Togo, donc 15 points au-dessus. Il est 30 points au-dessus du nôtre au Congo. Et il est près de 40 points en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'on a une marge pour accroître l'alphabétisation. On a une marge de progression. Deuxième chiffre, c'est la déscolarisation à l'entrée au secondaire. Donc j'ai dit que le gouvernement a fait en sorte de maintenir les élèves au primaire. Mais chez nous, on a une baisse vertigineuse de la scolarisation, donc une déscolarisation très forte à l'entrée au cycle secondaire. Or, l'entrée au cycle secondaire environne l'âge d'arrivée dans la vie active, c'est-à-dire entre 13 et 14 ans. Donc on a un effort à faire pour maintenir les élèves secondaires. Troisième chose, c'est la part du PIB consacrée à l'éducation. D'après les chiffres auxquels j'ai eu accès, on est légèrement au-dessus, on est entre 3 et 4%. Bon. Au Sénégal, on est à 6%, et par exemple, au Burkina Faso, on est à 5%. Alors, ces chiffres sur la part de PIB doivent être mesurés, doivent être pris avec précaution, parce que je ne suis pas certain que l'ensemble des autres dépenses qui concourent à l'éducation, les dépenses infrastructurelles, par exemple, sont prises en compte dans ce chiffre-là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des ratios objectifs, qui sont autant d'objectifs de politique publique, sur lesquels on voit bien qu'on a une marge de progression pour renforcer l'éducation. Donc, moi, je pense que c'est le rôle de la jeunesse, d'être la vigie, d'être les artisans de l'évolution de ces ratios, de l'amélioration, par ailleurs, de l'offre éducative, et de faire en sorte que l'éducation soit la vraie priorité. Pourquoi je dis cela ? Parce que, d'après les prévisions, en 2040, c'est-à-dire à la fin des 2 prochains septennats, donc à la fin des 2 prochaines législatures, 60% de la population béninoise sera en âge de travailler. Donc une main-d'œuvre abondante, une population active qui aura été renforcée. Pour tirer le plein potentiel de cette évolution démographique, qui est une chance, en termes de production, de productivité, il faut que cette main-d'œuvre soit qualifiée, soit apte à répondre aux besoins de notre économie. Les premiers bénéficiaires de la politique d'éducation, c'est la jeunesse. Donc elle doit faire pression. C'est pour ça que je considère que c'est une erreur, mais ça nous est imputable, que les jeunes n'aillent pas s'exprimer davantage. Donc il faut y faire attention. Enfin, pourquoi l'éducation est une priorité ? C'est parce que chez nous, on a 70% de sous-emploi. Qu'est-ce que c'est que le sous-emploi ? Sous-emploi, c'est le fait que des personnes sont employées en dessous de leur niveau de qualification. Que traduit ce sous-emploi ? Cela traduit une inadéquation entre les qualifications professionnelles et les qualifications académiques et les besoins de l'économie. Quelles sont les conséquences de ce sous-emploi ? Voilà. Et les conséquences, d'abord, c'est un sous-appariement au marché de l'emploi. Pour dire les choses autrement, c'est une mauvaise insertion sur le marché de l'emploi. Et vous allez voir que ça a des conséquences économiques, parce que cela entraîne soit une allocation de revenus insuffisant pour les actifs, donc les maintien dans la précarité ou dans la pauvreté, ou à tout le moins une stagnation de leurs revenus. Vous voyez ? Bon. Donc, l'éducation, pour moi, c'est la priorité. Une mesure essentielle qu'on pourrait mettre en œuvre pour améliorer, au-delà des choix budgétaires, c'est rénover l'orientation scolaire. En fait, moi, je pense qu'il faut que l'orientation académique et scolaire ne soit plus le seul choix des parents. Il faut, dans un cadre interministériel rénové, en mettant autour de la table l'éducation nationale, l'emploi, l'industrie, le travail, l'économie, les finances, donc je parle des ministères, décider comment on oriente nos élèves, nos jeunes, pour faire en sorte que les formations professionnelles, les formations académiques convergent avec les besoins de l'économie locale, de l'économie sous-régionale et soient conformes à nos chaînes de valeur. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses passionnantes à faire
et des progrès à faire en matière d'éducation, c'est important. On peut dire que ça a été quand même un échec lors du bilan de Patrice Talon, étant donné que, comme vous l'avez souligné, d'après vos données, moi j'ai 60% des taux d'alphabétisation persistants chez les adultes. Est-ce que là, vraiment malgré les réformes, et en plus nous sommes au XXe siècle, est-ce que c'était le point faible où le président Patrice Talon a échoué? Moi j'ai un peu plus de 50% pour les plus de 15 ans. Bon, c'est une chose. Deuxième chose, oui, on n'a pas encore eu la grande politique d'éducation, une grande politique d'éducation pour le XXIe siècle et dans le XXIe siècle, qui est nécessaire pour que notre pays continue sa voie vers le développement et son émergence. Non, je ne dirais pas que c'est un échec. Ce n'est pas un échec parce qu'il y a des mesures essentielles qui ont été prises. Je vous ai parlé des cantines scolaires, c'est essentiel. Le virage de la formation professionnelle, avec les programmes ARCH et AZOLI, ont été mis en œuvre sous Patrice Talon. Donc non, ce n'est pas un échec. Simplement, vous voyez bien que dans nos pays, on a des marges budgétaires contraintes. Et il y a autant de sujets que de priorités. Il faut faire un choix. Moi, je pense que des choses excellentes ont été faites en matière de politique d'éducation. Il faut aller plus loin. Et après, quelles sont donc les deux autres grandes priorités Deux autres priorités, à mon sens, c'est d'abord la redistribution. Redistribution économique, et troisièmement, la santé. On peut dire quelques mots de la redistribution si vous voulez. Ça, on l'entend partout. On l'entend partout quand on interroge les jeunes, et, la redistribution. Alors, qu'est-ce que c'est que la redistribution ? C'est une répartition des richesses créées, qui sont un peu plus égales, et qui touchent l'ensemble de la population. Première chose importante, pour que vous ne me demandiez pas si c'est un échec, parce que c'est votre rôle, mais il n'y a pas de difficulté, la pauvreté a baissé au Bénin. On a aujourd'hui 31% de pauvreté, selon les chiffres du FMI, juin 2025. Ce chiffre est moins élevé que dans de nombreux pays. Mais on ne peut pas se satisfaire de 31% de pauvreté. Bon, donc il y a une progression, il y a des évolutions à faire sur ce point. Comment on fait cette redistribution ? Il y a plusieurs modalités. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut privilégier, d'ailleurs je pense que c'est la doctrine du gouvernement, il faut privilégier la redistribution extramonétaire. On ne va pas distribuer des revenus de remplacement à notre population. Mais on va créer des services publics, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait. Les cantines scolaires, c'est une modalité de redistribution extramonétaire. Mais je pense qu'on peut faire converger nos besoins de redistribution économique avec nos besoins d'investissement pour le développement. Ce que je n'ai pas dit de l'éducation, c'est que toute dépense faite dans l'éducation, à mon sens, c'est un investissement. Ce n'est pas une dépense, c'est un investissement parce que ça créera un effet de levier sur notre croissance. Redistribution extramonétaire, comment on le fait ? On le fait par exemple en subventionnant, encore plus que cela n'est déjà le cas, l'apprentissage, y compris dans les secteurs stratégiques, en investissant encore plus dans la formation professionnelle, dans le virage de la formation professionnelle. Mais c'est également la politique de santé. On a une population dont l'espérance de vie globale est un peu plus de 60 ans. Bon. On a besoin d'augmenter cette espérance. Bon. On a aussi besoin que les actifs qui travaillent, c'est-à-dire ceux qui produisent d'autres richesses, soient en bonne santé. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que... Et puis, on a 80% du secteur informel. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut essayer de réconcilier un peu tout ça. La santé, on a évolué en matière de santé, en créant, par un décret de 2023, l'assurance maladie au Bénin, pour les salariés et les employés du secteur public, et pour les pauvres extrêmes. Moi, je pense qu'on peut, il faut une étude d'impact, il faut le vérifier budgétairement, moi je pense qu'on peut élargir cela à l'ensemble des actifs, c'est-à-dire des gens qui travaillent. Parce qu'il faut savoir qu'on a 80% de notre population qui est en sous-emploi. Donc l'assurance maladie aujourd'hui ne les couvre que partiellement. Le 20% restant se répartissant entre le secteur privé et le secteur public. Bon. Donc on peut l'élargir. Par exemple, cette mesure, en disant on accorde l'assurance maladie à l'ensemble des actifs, c'est une façon à la fois de les maintenir en bonne santé, de préserver leur force de travail, d'allonger l'espérance de vie globale de la population. Puis c'est également une façon de les inciter à sortir de l'informel, parce qu'on augmente leur pouvoir d'achat extra-monétaire en les maintenant dans l'activité, en leur donnant de nouveaux droits. C'est l'une des possibilités que nous avons, mais il faut que cela soit étudié
soit soumises à une étude d'impact, et puis il faut évidemment qu'on en trouve les manœuvres, les marges de manœuvre budgétaires. Et en quelques mots, puisqu'on arrive donc à la fin de l'émission, quelles sont la priorité au niveau emploi et comment justement votre mouvement, donc le MPB, fait-il pour faire face à ces défis économiques? Quelle stratégie vous entreprenez donc? Au niveau emploi, les priorités du MPB ne sont pas très différentes de celles que je viens d'évoquer à titre individuel. D'abord, on travaille sur un livre blanc du MPB pour mettre en avant les priorités de la jeunesse. L'une des principales priorités de la jeunesse, c'est l'emploi, mais c'est l'activité. Parce qu'en fait, on a un taux d'emploi qui n'est pas très élevé au Bénin, taux de chômage qui n'est pas très élevé au Bénin. On a 2% de taux de chômage à peu près. Celui des jeunes est un peu plus élevé. En fait, le vrai problème, c'est le sous-emploi, qui ne permet pas de dégager des revenus suffisants pour bien vivre. Les jeunes veulent des opportunités économiques. Donc pour cela, les jeunes réclament davantage, le virage donc de la formation professionnelle, une éducation pour le XXIe siècle qui les qualifie davantage à occuper des emplois qualifiés. Les jeunes réclament également des opportunités économiques. Par exemple, la possibilité d'un engagement politique pour sanctuariser une partie du PIB qui sera allouée à des projets en faveur de la jeunesse, à de l'investissement en faveur de la jeunesse, à soutenir différents fonds, etc. Mais c'est ça la vraie priorité des jeunes aujourd'hui. Ce n'est pas tant l'emploi, si, c'est l'emploi, mais c'est également toute solution d'activité, c'est-à-dire emploi, oui, formation professionnelle, éducation, apprentissage, etc. Merci beaucoup Dario Degboé, haut fonctionnaire et docteur en droit public et porte-parole du mouvement patriotique du Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de l'entretien du jour. Merci à Romain Clicquot-Deminck pour la réalisation et bonne suite de programme sur Global Africa Télé Sud.